Le monde dans lequel on vit est complètement fou. Au moment où je tourne cette vidéo, on a des bourses mondiales qui sont au plus haut. Donc on est au-dessus des niveaux avant la crise iranienne. Et pourtant, on a les cours du pétrole qui ont explosé, les cours de l'énergie qui ont explosé. On a des risques de tension inflationniste. Et puis même en termes géopolitiques, on est quand même à des niveaux de tension un peu maximum. Alors soit on peut se dire que les marchés financiers sont complètement aveugles, qu'ils n'ont rien compris, etc. Soit on peut se dire qu'ils regardent autre chose. Et moi, je pense que c'est la deuxième option parce que pendant que les médias ils sont focalisés sur les missiles, sur les négociations, etc., les investisseurs, eux, ils s'intéressent à une autre guerre, une guerre qui est beaucoup plus silencieuse. Cette guerre, c'est la guerre entre deux mondes. D'un côté, on a l'économie du virtuel, ce qu'on appelle souvent le CAPEX Light. C'est un monde où finalement, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'investissements pour gagner de l'argent. C'est le monde des services, c'est le monde de la Silicon Valley, du code, des abonnements, du cloud. C'est un monde où on pensait que posséder des machines, des usines, etc., c'était même une faiblesse. Et de l'autre côté, on a l'économie du monde physique. C'est l'économie des usines, des réseaux électriques, des mines, de l'acier, etc. Un monde que beaucoup d'investisseurs, et très honnêtement, moi y compris, trouvait il y a encore peu de temps trop lent, voire même dépassé. Et c'est clair que pendant 20 ans, le digital, il a tout écrasé en bourse. C'était l'âge d'or de Google, de Facebook, l'âge d'or des entreprises asset light, donc légères en actifs. Mais justement, ce fameux modèle asset light, il est en train de s'effondrer. C'est ce que Goldman Sachs explique dans un rapport qui a fait beaucoup de bruit et qui a introduit un nouvel acronyme. Vous savez qu'en finance, on adore les acronymes. Donc un nouvel acronyme qui est HALO, H-A-L-O, pour Heavy Assets Low Obsolescence. Donc en français, des actifs lourds mais avec une faible obsolescence. D'ailleurs, si vous voulez tous les détails de ce rapport, mais sans vous taper toute la lecture en anglais, je vous mets en description le lien de la newsletter Bourse Echo qu'on vient de sortir, newsletter gratuite, je vous le rappelle, et qui décrypte le rapport de Goldman Sachs avec tous ses graphiques, etc. Ça vous fera gagner du temps. Donc je vous le disais, pendant des années, la règle d'or pour un investisseur, c'était assez simple. Il faut éviter les usines, il faut éviter les stocks, il faut éviter les machines, il faut éviter tout ce qui demande du capital physique. Et oui, pourquoi s'embêter avec des machines qui coûtent des fortunes, qu'il faut remplacer, qu'il faut réparer? Pourquoi s'embêter avec des voitures ou de l'immobilier quand on peut finalement juste créer une application comme Uber ou Airbnb et croître à l'infini avec seulement quelques serveurs? C'est ça qu'on appelle le CAPEX Light. On laisse les autres gérer le monde réel. Nous, on prend juste notre marge avec notre appli Uber, mais on laisse aux chauffeurs gérer les pannes, les accidents, les bouchons, le rachat de la voiture, etc. Et ce modèle, il repose entre autres sur le code informatique. Parce que vous savez, les idées, elles sont souvent dans l'air, comme on dit. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont un peu la même idée en même temps. Mais si vous avez été le plus rapide pour coder et proposer votre site internet ou votre application au monde entier, c'est vous qui allez empocher le pactole. Parce que le code, c'est votre forteresse qui vous a permis de créer un effet réseau avant tout le monde. Donc voilà, vous avez codé plus vite et vous êtes devenu le premier. Sauf que l'intelligence artificielle a tout changé. Aujourd'hui, l'IA, elle est capable de générer du code à une vitesse folle. D'où la question, si n'importe quelle startup peut utiliser Claude pour recréer votre logiciel en quelques semaines, que vaut encore ce logiciel? Ça, c'est la thèse de Goldman Sachs. L'IA détruit les marges des entreprises de software parce que la barrière à l'entrée est devenue trop faible. C'est l'idée classique que si tout le monde peut coder, alors le code vaut plus rien. Donc le marché est en train de punir les entreprises virtuelles et on le voit clairement dans les performances des entreprises de logiciels. C'est vraiment la cata en bourse depuis un an. Mais il y a un deuxième effet qui est assez ironique d'ailleurs, c'est que pour que toute cette IA fonctionne, les géants comme Alphabet, Amazon, Microsoft sont obligés de construire des usines. Ils dépensent aujourd'hui des milliards de dollars, non pas dans le code, mais dans des choses en dur. Des data centers, des puces et même des mini-réacteurs nucléaires pour alimenter leurs serveurs. Ils mettent donc le paquet sur ce qu'ils avaient sous-estimé pendant plus de 20 ans, c'est-à-dire la rareté physique. Et c'est là que ce concept de HALO débarque, Heavy Assets Low Obsolescence, et ça m'a fait tilt cette semaine en lisant un article sur Safran qui va investir 150 millions d'euros dans sa forge de Gennevilliers. Et j'ai appris d'ailleurs que dans cette usine fonctionne encore une ancienne presse, une presse allemande, une presse de la marque Schleumann, qui était utilisée autrefois pour fabriquer des chars allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis cette presse, elle a été récupérée par la France au titre de dommages de guerre. Elle a ensuite servi à forger les premières pièces du Concorde en 1962 et elle est toujours utilisée par Safran pour faire des pièces de moteurs d'avion. D'ailleurs, mais j'ai pas trouvé l'information, je me demande même si elle serait pas utilisée pour faire certaines pièces du moteur du Rafale. Mais on voit, c'est ça qu'on appelle très faible obsolescence. Vous vous rendez compte, on a une presse qui sert depuis des décennies à faire des chars d'assaut pour la Deuxième Guerre mondiale et même maintenant des pièces pour des moteurs d'avion extrêmement modernes. Et ça, on voit bien que ça ne peut pas être copié par une start-up qui vient juste d'apprendre à utiliser ChatGPT. Et c'est exactement ça qui intéresse les investisseurs en ce moment. Les investisseurs qui ont peur, vous savez, que l'IA soit en train de tout disrupter. Et pour la première fois depuis les années 2000, les entreprises qui possèdent de gros actifs physiques reviennent à la mode. Et d'ailleurs, Goldman a calculé que les entreprises intensives en capital ont surperformé celles qui sont légères en capital de 35% en seulement un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 35% de surperformance en bourse, c'est énorme. Bien maintenant, revenons un petit peu sur cet acronyme HALO, donc pour actifs lourds, faible obsolescence, en commençant par la partie EV Asset. Parce que pendant 20 ans, on a traité le capital physique comme un boulet. Je vous le disais, si vous aviez besoin d'usines, de machines ou bien de terrain pour générer du profit,
vous étiez considéré comme une entreprise de l'ancien monde. Mais aujourd'hui, comme on a l'impression que tout peut être fait par l'IA, l'aspect physique, c'est devenu un petit peu la barrière ultime. C'est un peu comme quand on dit que les comptables vont être remplacés par l'IA, mais que les plombiers ou bien les paysagistes, eux, ils sont tranquilles. Les actifs lourds, ils créent un avantage compétitif physique. Parce que construire un réseau électrique ou bien poser 5000 km de pipeline, ça ne demande pas seulement de l'argent, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'autorisation, beaucoup d'efforts et puis un savoir-faire qu'on ne peut pas improviser. Et dans cette nouvelle économie qu'on découvre un petit peu depuis quelques mois, si c'est difficile à construire, c'est précieux. Alors que si c'est téléchargeable, c'est considéré comme gratuit. Ensuite, il y a la partie faible obsolescence. Et c'est là où le monde du logiciel s'est fait piéger parce qu'une application, elle peut avoir une durée de vie très faible. En 6 mois, votre technologie, elle peut être rendue totalement obsolète parce qu'il y a eu une mise à jour de Claude ou bien de ChatGPT. Il y avait des applications qui faisaient de la prise de notes ou bien du résumé de documents qui ont été balayées directement. Une startup qui est sortie il y a 2 ans, 3 ans, c'est fini du jour au lendemain. Tout ça parce qu'il y a eu mise à jour de certains modèles d'IA. Alors, je fais une petite parenthèse. Ça, c'est la théorie de Goldman Sachs, mais je vous expliquerai à la fin de la vidéo que je suis un peu moins dur avec le monde du logiciel et des apps en général. À l'inverse, si je prends un EV asset comme une centrale nucléaire, une mine de cuivre ou bien une forge aéronautique dans le cas de Safran, ça a une durée de vie économique qui se compte en décennies. Vraiment, on n'est pas dans le même monde. Et ce changement de mentalité chez les investisseurs, donc le passage du digital c'est super au physique c'est super, il a été hyper rapide. On va dire en gros en 1 an. Et une des raisons, c'est que les investisseurs, ils cherchent de la stabilité dans un monde instable. Et forcément, avoir un actif physique, c'est beaucoup plus rassurant que de posséder une app qui peut se faire disrupter par l'IA extrêmement rapidement. Et si je reprends mon exemple de la forge de Safran à Gennevilliers et de l'investissement de 150 millions d'euros, il y a beaucoup d'analystes il y a, allez, disons 10 ans, qui auraient préféré entendre parler d'un investissement massif dans les logiciels de la défense, par exemple. Ils auraient dit sous-traitez la fabrication de vos pièces n'importe où pour pas cher et lancez-vous dans le monde du logiciel, de l'effet réseau, etc. Mais le directeur général de Safran, Olivier Andreas, lui, il met vraiment en avant le côté industriel depuis sa nomination en 2021, au point de dire régulièrement « nous sommes des forgerons ». Alors dire « nous sommes des forgerons » en 2026, vous l'avez compris, ça sonne plutôt bien aux oreilles des investisseurs, mais vous auriez dit ça il y a quelques années, c'est tout d'un coup beaucoup moins sexy et vous allez vous retrouver classé dans une entreprise de l'ancien monde. Et il y a certains concurrents américains de Safran, comme Pratt & Whitney, qui eux continuent de sous-traiter leurs forges et leurs poudres métalliques. Mais le résultat, c'est qu'on a des centaines d'Airbus qui sont cloués au sol à cause de micro-fissures dans leur moteur. Tout ça parce qu'un sous-traitant de Pratt & Whitney maîtrise mal les poudres métalliques. Donc finalement, en voulant être light, ils sont devenus fragiles, alors que Safran, lui, est le seul motoriste au monde à posséder une forge totalement intégrée. Mais on aurait tort de tout le temps opposer digital IA et puis le monde physique, parce que ça ne veut pas dire que Safran n'utilise pas l'IA, par exemple. Ils utilisent l'IA pour détecter les défauts dans les pièces forgées. Et vous voyez la différence. Chez Safran, l'IA, elle sert à rendre les actifs physiques encore plus imbattables. Parce que ça, c'est un des problèmes d'utiliser toujours la même expression d'intelligence artificielle quand on parle de choses complètement différentes. Et d'ailleurs, ça nous fait oublier un point super important. C'est que l'IA telle qu'on la connaît, donc je parle ici de l'IA, de ChatGPT, Claude, Gemini, etc., a atteint un mur, c'est le mur du langage. Les modèles de langage, les fameux LLM, ont lu tout ce qu'il y avait à lire sur Internet. Donc maintenant, on rentre dans un nouveau monde, l'IA physique. Parce que l'intelligence artificielle, elle doit passer à l'étape suivante. Elle doit acquérir un ancrage dans le réel. Et pour ça, elle a besoin de ce qu'on appelle les World Action Models. Ce sont des IA qui n'apprennent pas avec des mots, mais qui apprennent dans le monde réel avec des capteurs de pression, de chaleur, de vitesse, etc. Parce que c'est l'IA physique qui va faire avancer les robots, ou bien qui va faire avancer la biologie pour trouver les médicaments de demain. On a longtemps dit que les gagnants de l'IA seraient ceux qui possèdent les données. Et par données, on pensait un peu uniquement aux données informatiques. Donc le Graal, c'était d'avoir votre historique Facebook ou bien ce que vous avez regardé sur Netflix, parce qu'on pouvait faire des publicités qui étaient très ciblées, donc on pouvait vendre plus cher. Alors qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'applications de l'IA, il faut des données qui viennent du monde réel. Je vous donne un exemple tout bête, la navigation. Google Maps ou Waze auraient une mine d'or de données parce qu'ils voient des millions de points qui se déplacent en temps réel sur une carte et ils peuvent en déduire quand est-ce qu'il y aura un bouchon et puis calculer un itinéraire de manière très juste. Mais quand on y réfléchit, ces données, elles sont pas si uniques, elles sont extraites du signal GPS des téléphones. Et si demain Amazon ou un autre acteur fait une application un peu plus sexy, il peut récupérer une masse critique de données en quelques mois et offrir le même service. Tout simplement parce que, comme la barrière est logicielle, elle est franchissable. Mais regardez Tesla. Alors, c'est pas une boîte que j'aime beaucoup, mais il faut avouer que les données qu'ils accumulent sont beaucoup plus compliquées à obtenir. Parce qu'on parle pas ici de simples coordonnées GPS, on parle de millions d'heures de vidéos haute définition qui apprennent à l'IA la physique du monde réel. Comment une voiture réagit à une plaque de verglas, comment anticiper la trajectoire d'un ballon qui se dirige vers la voiture, comment l'IA doit interpréter quand un piéton est en train d'hésiter un petit peu sur le trottoir. Ça, c'est de la donnée physique et pour l'obtenir, il n'y a pas de raccourci. Il faut posséder une flotte de véhicules de
millions de véhicules qui sont en train de rouler sur des vraies routes. Ça, c'est pas un truc qu'on peut faire en labo. Et c'est exactement la même chose pour Amazon. Ça fait très longtemps qu'ils ont des données purement digitales sur nous. Qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on va acheter, etc. Mais maintenant, la vraie révolution, elle se passe dans leurs entrepôts parce que leurs IA sont en train d'apprendre, grâce à leurs milliers de robots et à leurs millions de paquets qui naviguent tous les jours, c'est comment faire pour passer au travers d'une foule de personnes sans les toucher, quelle pression exacte on doit exercer sur un paquet mou, bien un paquet fragile pour le déplacer sans l'abîmer, etc. Et toutes ces données-là, c'est de la donnée qu'on ne peut pas scraper, qu'on ne peut pas récupérer sur le web. On ne peut pas apprendre à un robot à manipuler de la matière en lisant Wikipédia. Donc on peut presque se dire que finalement, la partie logicielle, données digitales, c'était la partie facile. Maintenant, j'en reviens à notre paradoxe de départ. Donc le détroit d'Ormuz est bloqué, le monde est sous tension et la bourse est étonnamment élevée. Mais en fait, ce chaos notamment géopolitique, c'est le catalyseur ultime pour l'effet halo. C'est un peu comme le Covid, parce que la fragmentation géopolitique qu'on voit en ce moment, c'est finalement le principal moteur pour la revalorisation des actifs lourds. Regardez, Safran, je vous le disais, posséder ses propres forges aujourd'hui, c'est vraiment une assurance vie si vous voulez fabriquer des moteurs de Rafale. Alors je voudrais quand même modérer l'excitation de Goldman Sachs pour les actifs physiques, ou plutôt modérer leur défiance vis-à-vis des logiciels. Je continue de penser que l'IA ne va pas fragiliser toutes les entreprises asset light, toutes les entreprises de logiciels. Je pense notamment à celles qui ont un effet réseau assez énorme, parce que c'est pas parce que vous pouvez recoder avec Claude en 2 semaines Instagram, Booking ou Uber que vous allez les disrupter. Oui, vous allez avoir une super appli, mais il y aura personne dessus. Même chose quand on est sur un métier très précis, et je pense à nouveau à Booking. C'est pas parce que les gens cherchent leur hôtel sur ChatGPT que ChatGPT va négocier des accords avec 4 millions d'établissements dans plus de 200 pays, qui va pouvoir gérer les paiements, les tarifs, les annulations, le service après-vente, etc. ChatGPT va amener du business à Booking, sûrement prendre un peu de marge, mais ils vont pas leur prendre leur métier. Quand on comprend ce qui est derrière ce nouvel acronyme Halo et ce retour en force des actifs physiques, on comprend finalement pourquoi la bourse est au plus haut. Parce qu'en fait, on a une espèce de double narratif. D'un côté, l'IA va amener une croissance incroyable à une partie des acteurs de la tech. Il y aura des perdants, bien sûr, mais les gagnants seront plus riches que jamais. Et de l'autre côté, on est en train de réhabiliter tout un pan du monde physique qu'on avait oublié. Donc d'un coup, on se rappelle que le monde a besoin d'énergie, de métaux, de machines et de souveraineté. Ce double narratif, c'est une bonne nouvelle pour la valorisation des bourses et pour nos portefeuilles, mais quand on prend un peu de recul, ça donne quand même l'impression que la bourse, elle s'est enfermée dans une espèce de logique du pile je gagne, face je perds pas. Comme s'il y avait un sentiment d'invincibilité des indices. Et moi, je suis un peu embêté parce que, oui, je suis d'accord d'un certain côté avec ces deux narratifs, mais de l'autre, je ne comprends pas pourquoi le marché, il n'inclut pas dans les cours une probabilité même faible que les tensions sur le pétrole nous entraînent dans une espèce de récession, stagflation, etc. pendant plusieurs mois. Et vous, est-ce que vous partagez cet optimisme indestructible de la bourse? Est-ce que vous partagez ces deux narratifs, donc l'IA qui va cartonner d'un côté et puis les actifs physiques qui vont aussi cartonner de l'autre côté? Est-ce que vous trouvez normal que la bourse ne valorise quasiment pas un risque de récession? Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Mettez-moi ça en commentaire. Et je vous rappelle, si vous voulez le détail de l'analyse de Goldman Sachs, vous allez le retrouver dans la nouvelle newsletter de Bourse Echo. Le lien est en dessous de cette vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.